Bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Source. Au sommaire de ce journal, le rappel à Dieu de la reine Fabiola de Belgique, une monarque à la fois enracinée, le déplacement d'une délégation française à Erbil, au nord de l'Irak, à l'occasion de l'Immaculée Conception, et puis Jean-Pierre Crépieux, cofondateur de l'Arche, est la première personne handicapée mentale à recevoir la Légion d'honneur. En fin de journal, vous retrouverez Cyril Le Peigneux et son invité du mardi. Cyril, un mot sur le thème de ce soir ? Oui, ce soir avec Tom Hennigan, grand reporter américain, nous essaierons de comprendre si et pourquoi le racisme est encore vivace aux États-Unis. On ouvre donc ce journal par un reportage en Belgique où la reine Fabiola est décédée le week-end dernier. Elle avait 86 ans. Depuis cette annonce, personnalités publiques et simples citoyens rendent hommage à cette reine très appréciée et profondément croyante. Le reportage de François-Xavier Mathieu. Devant les grilles du Palais Royal à Bruxelles, fleurs, bougies et cartes de remerciements manifestent le grand attachement des Belges à la reine Fabiola. C'est en ce lieu que les personnes qui le souhaitent viendront s'incliner devant la dépouille de la très catholique reine de cœur, mercredi 10 et jeudi 11 décembre. Les funérailles d'État se dérouleront en la cathédrale de Bruxelles, à quelques centaines de mètres du Palais Royal, vendredi 12 décembre. La défunte souhaitait une cérémonie vivante et joyeuse. La tonalité fondamentale sera une tonalité de foi sincère, de joie, d'espérance. Elle était habituée de la cathédrale tous les ans. Le dernier dimanche de juillet, il y avait une messe à la mémoire du roi Baudouin, à l'occasion de l'anniversaire de son décès. Elle refusait toujours de se mettre au premier rang et elle aimait les bains de foule, elle saluait les gens, elle était très attentive, en particulier aux enfants, aux handicapés. La reine sera ensuite inhumée à Bruxelles, en l'église Notre-Dame de Laken, dans la crypte. La reine Fabiola sera enterrée ici dans le même caveau que le roi Baudouin. C'était un couple très croyant et catholique. Chaque matin, le roi et la reine priaient la prière de Saint François. Fait que je sois un instrument de paix pour que je apporte la paix. Il y a de la haine, de la joie où il y a de la tristesse, du pardon là où il y a de la méfiance et tout ça. La foi de cette reine l'aura porté à un engagement en faveur des plus fragiles qui a marqué le pays. C'est d'ailleurs à eux, aux plus pauvres, qu'elle a légué son patrimoine privé au travers de l'association Œuvre de la Reine. En bref, le Vatican a publié aujourd'hui les lineamenta du synode sur la famille d'octobre 2015. Le secrétariat du synode propose 46 questions aux évêques pour répondre aux défis de la pastorale familiale, notamment pour être aux côtés des familles en situation extrême. Il recommande même des réponses qui s'éloignent d'une pastorale appliquant purement la doctrine. Voilà donc des pistes qui seront certainement accueillies avec soulagement par les évêques après les incertitudes sur la marche à suivre après le synode d'octobre. On reste au Vatican où était présentée aujourd'hui une campagne internationale intitulée « Stop au harcèlement sur Internet », une initiative lancée par le Bureau international catholique de l'enfance en partenariat avec le Conseil pontifical Justice et Paix. Elle intervient dans le cadre du 25e anniversaire de la Convention sur les droits de l'enfant. On écoute Olivier Duval, président du BICE. Les statistiques montrent qu'un jeune sur 3, à un moment ou à un autre, était soumis à un harcèlement sur Internet. Je voudrais aussi insister sur le fait que ce n'est pas seulement un phénomène occidental. On a maintenant des remontées d'informations de nos partenaires du réseau, par exemple du Mali ou du Pérou, où la diffusion des smartphones a conduit à la découverte qu'il y avait là aussi des enfants qui étaient soumis à du cyberharcèlement. Donc c'est un phénomène mondial qui conduit à l'anxiété, la honte, la démotivation, des résultats scolaires en baisse, l'isolement, l'abandon, la dépression et peut même conduire au suicide. L'opération Transparence sur les finances du Saint-Siège, initiée par Benoît XVI et intensifiée par le pape François, porte ses fruits. L'agence de presse Reuters a révélé la décision de la justice du petit État de geler les fonds de l'ex-président et du directeur général de la Banque du Vatican. Les hommes sont suspectés de détournement de fonds entre 2001 et 2008 dans le cadre de transactions immobilières. L'actualité internationale de ce week-end, c'était bien sûr le déplacement d'une délégation française à Erbil menée par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. L'objectif principal, être aux côtés des chrétiens d'Irak à la veille de la fête de l'Immaculée Conception, très chère aux Lyonnais. Et la situation est loin de s'améliorer dans la région, comme nous l'explique Monseigneur Nona, archevêque de Mossoul. Tutta la diocesi, cioè io e I sacerdoti fedeli siamo fuori della diocesi
I nostri fedeli stanno nella zona nord dell'Iraq, in Erbil, in Dohuk, sono dispersi dappertutto. Non abbiamo adesso una diocesi, neanche parrocchie. I sacerdoti lavorano con i rifugiati, ma non hanno un lavoro pastorale nel senso pieno della parola. Stiamo solo facendo il nostro lavoro per loro, serviamo i rifugiati in questa situazione difficile. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre programmation spéciale sur cette opération baptisée Herbalight en allant sur la page dédiée du site ktovtv.com. Les Philippines, qui accueilleront le pape François en janvier, ont été frappées ces derniers jours par le typhon Agupit. Après les ravages du typhon Haiyan il y a un an, un gros travail de prévention a cette fois permis d'éviter le pire. Il a été mené notamment par les évêques du pays. C'est ce que nous explique le responsable de la cellule de crise d'enfants du Mékong à Cebu, au centre de l'archipel. C'est vrai que l'expérience tirée de l'année passée a été considérée, puisque rapidement on a mis en place une cellule centralisée à Cebu pour pouvoir collecter les infos et puis pouvoir assurer la sécurité des personnes et puis des biens. Donc la décision qu'on a retenue, ça a été de garder tout le monde dans le centre EDM, qui est un bâtiment solide, et s'assurer que les différents étudiants qui rentraient chez eux rentraient dans des conditions de sécurité. Alors après, ce qui a été le plus difficile à vivre, c'est au moment même du passage du typhon, c'est qu'on a perdu tout contact avec ce centre. Le dimanche matin, une fois qu'on a eu les nouvelles, c'était de faire un état des lieux. Ça, c'est une phase qui est encore en cours. Typiquement, notre centre à Caternal, près de l'école de Main, donc la vie reprend son cours très rapidement. Pour la première fois, hier soir, au Palais de l'Élysée, une personne handicapée mentale a reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République. Il s'agit de Jean-Pierre Crépieux, l'un des fondateurs de l'Arche. Cette récompense lui a été remise pour récompenser ses 50 années de service à l'Arche. Florent de Brito. C'est dans un salon de l'Élysée que nous avons rencontré un Jean-Pierre Crépieux discret, peu habitué aux médias, et ce, quelques minutes à peine après avoir reçu la Légion d'honneur directement des mains du président François Hollande, un Jean-Pierre Crépieux extrêmement ému. Je suis content et choisi. Je ne pensais pas quand il y avait la médaille que j'aurais choisi, mais je suis content. Et Jean-Pierre Crépieux est un double symbole. D'une part, c'est le premier handicapé mental à recevoir cette distinction. Il est aussi et surtout le fondateur de la première communauté de l'Arche hors Paris. C'était à Boulogne-sur-Mer en 1972, et ce, quelques années après avoir rencontré le fondateur de l'association, Jean Vanier. Ce dernier, d'ailleurs, rend hommage au courage de son collègue qui s'est toujours battu malgré son handicap. Ce qu'on peut dire, c'est que Pierrot a beaucoup de sagesse. Hein? Oui. Tu as beaucoup de sagesse. Et quand tu as écrit « J'ai pas peur de mourir », on devrait distribuer ça à tout le monde. Oui. 42 ans après la communauté fondée par Jean-Pierre Crépieux, l'organisation qui fête cette année ses 50 ans accueille aujourd'hui plus de 5000 personnes et compte plus de 150 communautés dans le monde. Nous vous en avons déjà parlé sur ce plateau. Les premières assises de l'écologie humaine se sont tenues ce week-end à Montreuil, en région parisienne. L'éclairage d'Olivier de Carenfleck sur ce courant au programme ambitieux. L'homme doit s'adapter à l'environnement artificiel qui crée lui-même. Lancé en juin 2013 dans le sillon de la Manif pour tous, le courant écologie humaine propose un autre regard sur la société. Et c'est Pierre-Yves Gomez, l'un des co-initiateurs du mouvement, qui monte en premier à la tribune pour définir ce courant de pensée. L'écologie humaine, c'est un autre regard sur la société, sur notre environnement. Un regard à partir de l'homme, à hauteur d'homme. En fait, on va regarder les différents aspects de notre société, l'agriculture, l'éducation, le travail, l'entreprise, à partir de ce que vivent les hommes, en mettant la vie humaine et la vraie vie au cœur du regard. Et cette révolution de la bienveillance voulue par le courant écologie humaine passe par des actes concrets. Des temps d'échange sont organisés autour d'actions à mener pour améliorer la société. À cette table, c'est la problématique de l'isolement des personnes âgées qui est abordée. Et déjà, des initiatives concrètes se dessinent. Je souhaite mettre en place un réseau pour vieillir ensemble. Donc à Reims, le réseau Vieillir Ensemble est en train de se mettre en place. Colocation, béguinage,
Et donc c'est tout cet aspect-là de la vie qui m'intéresse. Le courant écologie humaine s'est donc mis en ordre de marche. Une grande réflexion autour du travail a été également annoncée pour l'année prochaine. Et puis la France va compter une nouvelle sainte. Ce week-end, en effet, le Vatican a promulgué un décret reconnaissant un miracle attribué à Jeanne-Émilie de Villeneuve. Cette religieuse a fondé en 1836 la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Une bonne nouvelle qui a surpris Sœur Michel, supérieure de la congrégation. Nous attendions la nouvelle par le biais de la congrégation. Et nous avons eu la nouvelle par Radio Vatican. Nous l'avons vécu avec beaucoup de joie. Le miracle qui a été reconnu, il s'agit d'une petite fille brésilienne qui a été électrocutée et que l'on donnait au départ comme morte. Nos sœurs qui étaient proches de la famille ont commencé une neuvaine. Et au dernier jour de la neuvaine, la gamine a retrouvé un comportement normal. Cette canonisation nous confirme dans la vénération que nous avons pour Émilie de Villeneuve. Pour nous, c'est important de savoir que dans le monde, on peut la prier, on peut suivre ses exemples, qu'elle est un modèle de vie. Je vous propose maintenant d'écouter notre confrère de l'agence de presse Immédiat à Rome. Bonjour, il y a 21 mois, Benoît XVI laissait la place à un pape plus physiquement en forme que lui, à la tête de l'Église, et annonçait qu'il se retirait pour prier dans le silence, dans un monastère, un ancien monastère, au cœur des jardins du Vatican. Il est apparu depuis à de très rares reprises pour la joie de beaucoup assistants. On s'en souvient à des messes solennelles place Saint-Pierre, toujours à l'invitation de son successeur, le pape François. Mais parce que François, justement, a pris quelques initiatives que l'on pourrait définir certaines fois de révolutionnaire, et puis aussi parce que, chose inédite, son prédécesseur est encore en vie, d'aucuns ont tôt fait d'opposer les deux hommes. Un ouvrage paru récemment en Italie a même mis en doute à la fois la validité de la démission de Benoît XVI et celle de l'élection de son successeur. Alors, le pape émérite de 87 ans vient de sortir de sa réserve. Les fidèles sont pleinement et clairement conscients de qui est le véritable pape, confie Benoît XVI. C'est ce qu'il vient de dire à un journaliste allemand. Le pape, à la retraite, assure d'ailleurs avoir un très bon contact avec son successeur. Il laisse entendre également qu'il rencontre le pape François plus souvent qu'on ne peut le penser. Benoît XVI revient aussi sur la récente parution du 4e volume de ses œuvres complètes, son Opera Omnia, et son choix dans ce document de réécrire la conclusion d'un passage datant de 1972, alors que le jeune théologien qu'il était donnait des signes d'ouverture en faveur de l'accès à la communion des personnes divorcées remariées. Cette correction a ressemblé pour certains à un rappel du pape émérite, alors qu'un débat vif, on le sait, est en cours après le récent synode des évêques sur la famille. C'est une absurdité, une totale absurdité, répond Benoît XVI, qui explique qu'il se contente là de redire ce qu'il a dit comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce qu'il a été pendant longtemps, et puis comme pape, sur l'impossibilité pour les divorcés remariés de recevoir la communion et sur le besoin cependant de leur ouvrir grandes certaines portes. Pour la petite histoire, le pape François, dans une interview qu'il a accordée lui aussi cette semaine à un quotidien argentin, cette fois-ci, dit exactement la même chose. Voilà, reste que dans les confidences qu'il a faites à un journaliste allemand, le pape émérite avoue qu'il aurait bien aimé qu'on l'appelle Père Benoît plutôt que Benoît XVI après sa démission, mais qu'il n'avait pas eu à l'époque la force de l'imposer. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est le moment de la chronique du monde. On retrouve aujourd'hui Régis Anouilh, rédacteur en chef de l'agence d'information Église d'Asie. Heureux de vous retrouver dans ces chroniques du monde. La visite du pape François au Sri Lanka court-elle le risque d'être annulée ? À lire les prises de position de certains catholiques au Sri Lanka, on pourrait le croire. Du 13 au 15 janvier prochain, le pape François sera au Sri Lanka avant de s'envoler pour les Philippines où il passera 4 jours. Et la polémique grandit au Sri Lanka quant à l'opportunité de la visite papale. Non pas tant quant au principe de cette visite. Tous se déclarent honorés de recevoir le pape, mis à part quelques bouddhistes radicaux, mais les gens ne cachent pas leur inquiétude du fait de la concomitance de la visite papale avec les élections présidentielles. En effet, le président actuellement au pouvoir, Mahinda Rajapaksa, dirige le pays d'une main de fer depuis 2005. En 2010, il s'est fait réélire une première fois, récoltant ainsi les fruits de la victoire militaire qu'il avait remportée sur la rébellion séparatiste des Tigres tamouls.
4 ans plus tard, après sa deuxième réélection, le président Rajapaksa cherche à nouveau la faveur des électeurs et a convoqué des élections présidentielles anticipées, dont la date a été fixée par ses astrologues, le président est très superstitieux, au 8 janvier prochain. Le 8 janvier, cela place les élections à quelques jours à peine de l'arrivée du pape François dans le pays. Mise devant le fait accompli, l'Église s'inquiète. Ces dernières décennies, toutes les élections majeures ont été entachées de violences pré- ou post-électorales. Comment penser, affirme-t-il, que cette élection va faire exception et se déroulera paisiblement ? Du côté du président, usé par 14 ans de pouvoir autoritaire, on fait mine de ne pas s'inquiéter. Au contraire, on verrait d'un bon œil que l'électorat catholique singalais vote en sa faveur. Des affiches ont ainsi opportunément fait leur apparition ces derniers temps à Colombo, où l'on voit le président Rajapaksa serrer la main du pape François. Il n'est pas sûr que la manœuvre réussisse. Quoi qu'il en soit, la volatilité du climat politique actuel souligne l'urgence à voir résonner à Colombo le message de réconciliation et d'unité que le pape ne manquera pas de porter dans ce pays encore profondément déchiré entre sa majorité singalaise et bouddhiste et sa minorité tamoule et hindoue. L'Église, qui réunit 7 à 8% des Sri Lankais, présente la particularité de compter à la fois des Tamouls et des Singalais dans ses rangs. Plus que jamais, le pape devra s'y montrer souverain pontife, de pontifex, celui qui fait pont, qui unit. Voilà, je vous laisse maintenant avec Cyril Le Peigneux et son invité. Très bonne soirée à tous. Mais que se passe-t-il aux États-Unis ? La semaine dernière, le policier blanc ayant abattu un adolescent noir le 9 août dernier à Ferguson, dans la banlieue de Saint-Louis, n'a pas été inculpé. Samedi, un jeune père de famille noir tué accidentellement en juillet par un policier blanc a été enterré à New York. La liste des bavures policières visant des Noirs non armés s'allonge et la colère gronde chez les Afro-Américains. Bonsoir, bonsoir Tom Hennegan. Vous êtes grand reporter et rédacteur en chef du service religion de l'agence de presse Reuters. Vous êtes aussi citoyen américain. Merci de nous aider à décrypter ce qui se passe dans votre pays en ce moment. Alors justement, la conquête du Far West est terminée depuis très très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi il y a une telle violence de la part des policiers ? Il y a deux raisons principales pour ça. Il y a depuis quelques décennies une presque militarisation de la police croissante. Ça a commencé dans les années 70 avec la lutte contre la drogue. Ça a commencé avec les dealers qui s'étaient armés des Kalachnikov. Ils étaient mieux armés que les policiers et les policiers ont dû répondre. Après ça, dans les années 90, le Pentagone a commencé à vendre du matériel militaire aux policiers. Pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, mais aussi à cause du terrorisme, à cause du contrôle des foules, etc. Il y avait une stratégie de plus en plus de force pour les policiers. Dans les années de George Bush, ça a grandi aussi, et surtout la peur du terrorisme. Et comme ça, on arrive à cette situation où ils sont aussi bien équipés comme le GIGN parfois. Et que ce soit autant dans les grandes villes comme New York que dans les petits villages ? Oui, et parfois c'est très étonnant de voir dans les petits villages, il y a aussi un matériel, il y a des véhicules blindés qui sont protégés contre les mines, qui va mettre les mines pendant une manifestation. Il y avait aussi une autre stratégie de la police. C'est la stratégie de tolérance zéro. Et ça a commencé dans les années, je dirais, 80. C'est la stratégie qui a fait de New York une ville tellement sûre que maintenant on peut se promener n'importe où à New York, où il y a 30 ans, c'était dangereux. Il y avait des coins, même près de Times Square, au centre de New York, où il était dangereux de se promener la nuit. Mais comme ça, c'est un maximum de force tout de suite pour même les petites infractions. Alors aujourd'hui, ça a l'air d'être plutôt dangereux, principalement pour les Noirs. Ce qui est un peu surprenant, on est quand même au pays aux États-Unis où la ségrégation raciale, normalement, s'est arrêtée il y a une 50aine d'années. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore du racisme aux États-Unis ?
Oui, et ça a changé un peu le visage. Il y a 50 ans, c'était ouvert, c'est la ségrégation légale et il y avait un racisme ouvert. Depuis lors, il y a eu, au même temps, beaucoup de progrès pour les Noirs. Il n'y a pas de ségrégation officielle. Il y a économiquement et socialement beaucoup de progrès. Il y a maintenant une classe moyenne noire. Il y a beaucoup d'avocats noirs, de médecins noirs, professeurs d'université. Mais en même temps, avec le progrès pour un groupe, en fait, la majorité des Noirs est restée pauvre, avec quelques améliorations, mais quand même, ils sont restés pauvres. Et les Blancs ont l'impression que, en fait, c'est beaucoup mieux pour les Noirs maintenant. Et la question raciale, on a même parlé de la société post-raciale, avec l'élection de C'est ça. C'est quand même l'élection d'un président qui est métis. Oui, il dit il est noir. Il n'utilise pas le mot métis. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il dit, oui, il avait un père noir et une mère blanche, mais il dit, dans la société, il est perçu par les autres comme noir. Et s'il est perçu comme noir, il ne peut pas toujours donner des explications, mais je suis en fait métis. S'il est perçu par la majorité comme noir, il a dit, je vais choisir mon camp et dire, je suis noir. Enfin, jusqu'à hier, il ne disait pas qu'il était noir, il parlait comme un président de la République. Hier, sur une chaîne plutôt destinée aux Afro-Américains, il a parlé justement un peu comme un noir, j'ai envie de dire, en disant que il fallait être patient, que les choses allaient changer dans le temps, qu'il fallait surtout ne pas être violent. J'imagine que c'est d'ailleurs un discours qui est plutôt repris par les représentants des églises chrétiennes, catholiques ou protestantes. Oui, d'abord, pour lui, c'est difficile de parler comme un noir, se présenter comme un noir comme président. Il est président de tous les Américains. Et c'est aussi quelqu'un qui est assez cool, intellectuel. C'est pas un type très ouvert et très actif comme ça. De temps en temps, quand il parle avec une audience noire, avec une association noire, il parle comme un noir, avec ce cool noir. Comme on l'a vu dans ses discours avant de se faire élire, là où il arrivait à enflammer oui, mais le public. Ses discours de campagne de 2008, il parlait comme un pasteur baptiste noir, et il parlait dans ce style qui est vraiment dans la politique américaine qui passe très bien. Et qui rejoint les gens avec des mots simples. Oui, et même les Blancs réagissent à ça. Mais comme président, il ne peut pas trop attaquer la police, et surtout si le grand jury, dans les deux cas, décide qu'il n'y aura pas d'inculpation du policier qui a tué les victimes, il ne peut pas attaquer le système de justice ouvertement comme ça. Et c'est une situation difficile pour lui. Il doit dire, oui, je comprends que vous êtes en colère, mais en même temps, c'est le système de la justice. Ça, c'est pour Obama. Et les églises, alors, les églises et les chrétiens, les catholiques ou les protestants, comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils disent, il faut descendre dans la rue pour défendre vos droits? Ou bien, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, toutes les églises, catholiques, protestants, blancs, noirs, on dit non-violence. Ils ont tous dit on a le droit de se manifester, on a le droit d'être déçu par ces décisions, mais il faut faire ça en paix, sans violence. Et le cardinal Dolan à New York a fait une déclaration dans ce sens avec des responsables protestants et juifs de la ville. À Saint-Louis, c'était l'archevêque Carlson qui a fait une longue déclaration disant qu'il comprenait les problèmes et les déceptions. Ils sont écoutés ou pas? Oui, en fait, dans la population noire, ils sont plutôt protestants. Et les pasteurs protestants sont très actifs. Et c'est eux, plutôt que les catholiques, qui descendent dans la rue. D'accord. Et ils disent quoi alors eux? Pareil, ils sont pour la non-violence, mais ils sont quand même pour regarder la réalité en face, le racisme qui est présent, la discrimination qui est toujours là. Ils présentent les revendications des Noirs avec plus de force
que les catholiques, peut-être. Et comme ils sont aussi des leaders dans la communauté, ils sont moitié politiques parfois dans leur action. Ils sont peut-être un peu plus actifs, plus visibles, mais les catholiques sont là. L'archevêque Carlson, par exemple, a envoyé des prêtres à Ferguson, à ce village où il y avait la mort. Et il a dit, oui, dans les paroisses là-bas, on va commencer à faire des dialogues pour chercher des solutions. Mais l'archevêque ne descend pas dans la rue. Alors un mot de conclusion, est-ce qu'on va en voir bientôt la fin ou c'est parti pour de nombreuses années pour que ça se calme ? Il y a maintenant une réaction, on voit une certaine solidarité entre noirs et blancs pour demander des réformes de la police, pour qu'ils n'utilisent plus ces stratégies très agressives, réforme de la justice, pour que les policiers ne soient pas toujours libérés. Pour chaque bavure de police, il n'y a pas d'inculpation. Il y a des réformes à faire, ça. Mais la question du racisme, c'est là depuis le début de la colonisation de l'Amérique. C'est un problème qui va durer. Même s'il y aura, on espère, des améliorations, ça ne va pas disparaître tout de suite. Merci Tom Hennegan pour cet éclairage. Merci à tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Et puis nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée à tous.